Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent Napoléon, d'Alain Castelot, deuxième partie, lu par Hervé Lavigne. La meute se rassemble. Pour ne pas être étonné d'obtenir des victoires, il ne faut pas ne songer qu'à des défaites. Napoléon. Napoléon a presque sauté de sa chaise de poste pour s'asseoir sur son trône. Et le lendemain même de son retour, fatigué et soucieux, on l'eût été à moins, il réunit ses ministres. « Eh bien, messieurs, la fortune m'a ébloui. Je me suis laissé entraîner au lieu de suivre le plan que j'avais conçu. J'ai été à Moscou. J'ai cru y signer la paix. Et j'y suis resté trop longtemps. J'ai cru obtenir en 1 an ce qui ne devait être exécuté qu'en 2 campagnes. » Il ignore encore l'anéantissement quasi total de la Grande Armée. Il s'imagine que les rescapés sont en train de se reformer sur les bords du Niémen et que, augmentés des garnisons récupérées çà et là, ses forces sont encore de 150 000 hommes. Il ajoute « J'ai fait une grande faute, mais j'ai les moyens de la réparer. » Il estime avoir suffisamment battu sa coulpe devant ses ministres, aides de camp, à leur tour d'être confondus, et sans plus tarder, il leur parle de l'affaire Mallet. Vos serments, vos principes, vos doctrines, vous me faites frémir pour l'avenir. Avec l'espoir que l'on crierait, à l'instar du vieux cri royal « L'empereur est mort, vive l'empereur », avec cet espoir, il s'était appliqué à suivre scrupuleusement les usages de l'Ancien Régime, aussi bien pour la naissance de son fils que pour la composition de sa maison et pour son éducation. Mieux, il avait fait de son héritier non un dauphin, mais un roi, un souverain semblable au roi des Romains, titre non seulement porté par l'empereur d'Occident avant d'être couronné, mais aussi par le successeur reconnu de ce même empereur. Pour cela, d'un trait de plume, il avait révoqué la donation que son prédécesseur Charlemagne avait faite à sa sainteté. Il avait ordonné un baptême à Notre-Dame, cérémonie qui, dans son esprit, devait prouver, par son éclat et sa pompe, l'établissement définitif de la dynastie napoléonienne, régnant sur un empire homogène où les peuples, devenus les habitants de départements français, perdraient peu à peu conscience d'avoir été autrefois hollandais, italiens ou allemands. Et tout cela n'avait servi à rien. On n'avait pas plus pensé à Napoléon II qu'à l'impératrice reine. Napoléon mort, et au cours de la terrible retraite, la chose n'eût pas été impossible, l'empereur disparut, l'empire s'effondrait de lui-même. Napoléon devait en convenir, il régnait sur un empire viager. Il ne pouvait se survivre. Il a eu beau mettre dans son lit la fille des Césars et donner des ancêtres à son fils, le petit roi n'hériterait pas. Le président du Sénat, Lacépède, comprit la leçon qu'il fallait tirer de la colère impériale et, selon l'expression de Napoléon, insinua cette solution. Dans les commencements de nos anciennes dynasties, on vit, plus d'une fois, le monarque ordonner qu'un serment solennel liât d'avance les Français de tous les rangs à l'héritier du trône. Et quelquefois, lorsque l'âge du jeune prince le permit, une couronne fut placée sur sa tête, comme le gage de son autorité future et le symbole de la perpétuité du gouvernement. Il faut donc, et sans tarder, puisque la guerre allait reprendre, trouver le moyen d'associer en quelque sorte le petit roi de Rome au gouvernement de l'Empire, et cimenter ainsi son droit de succession. Sans doute, pour l'instant, le futur Napoléon II n'a-t-il d'autre occupation que de se faire traîner sur la terrasse des Tuileries par 2 vrais moutons mérinos dressés par les frères Franconi à trotter comme des poneys. Sans doute, le roi de Rome ne parle-t-il même pas encore
et ce retard inquiète sa mère. Mais si son père venait à disparaître, l'enfant empereur n'aurait pas à régner. Un conseil de régence gouvernerait pendant sa minorité. Cependant, ce conseil ne pouvait toutefois exister automatiquement qu'à la condition de faire revivre le vieux droit divin. Il fallait donc couronner le successeur de Napoléon Ier, du vivant même de son père, et le faire sacrer évidemment par le pape. Mais, avant de parler d'onction et de couronne à poser sur un front, il est indispensable de mettre un point final à la querelle opposant l'empereur et le pape, toujours prisonniers à Fontainebleau. Napoléon décide de s'en occuper lui-même. Dans le traîneau qui le ramenait vers Paris, il avait confié à Caulaincourt « Je suis attaché au pape. J'ai toujours regretté d'être contraint d'en venir à ces extrémités avec lui. Il occupe mon plus beau palais. Il est servi par ma maison. Il peut faire ce qu'il veut. Et il sait que j'ai toujours voulu qu'il fût traité avec tous les égards qui lui sont dus. Avec Rome, comme avec l'Espagne, il y a eu de la fatalité. Les choses ont tourné autrement que je voulais, voyez-vous, Caulaincourt. Il y a 2 personnes dans le pape, le chef temporel et le chef spirituel. Je puis être en guerre avec l'un et en paix avec l'autre. Le pape serait aussi bien à Paris ou à Avignon qu'à Rome. Le lieu qu'il habite ne fait rien à la religion ni à ses dogmes. Au reste, je ne me refuse même pas à ce que le pape aille en Italie si ce séjour est nécessaire à sa santé. Ce que je veux, c'est qu'il complète ce qui est incomplet et que les choses soient convenues d'une manière si précise que le clergé, toujours prêt à envahir, ne puisse plus trouver un prétexte pour faire des difficultés. Il faut que Rome marche avec l'esprit du siècle, et Rome ne veut pas que l'on marche sans elle. Le 19 janvier 1813, l'empereur se rend à Fontainebleau, où le pape demeure maintenant depuis 1 année, sous la garde du capitaine de gendarmerie Lagorce, travesti en chambellan. La première entrevue rappelle les heures passées dans ce même palais à la veille du sacre. Les 2 hommes s'embrassent. Mon père, mon fils. Dès le lendemain, les entrevues sont moins cordiales. Durant 5 jours, les scènes se succèdent. Le point de vue de Napoléon est simple. Rome est la seconde ville de l'Empire et n'appartient plus au pape. Pourquoi sa sainteté ne s'installerait-elle pas en Avignon ? Ce qui ne l'empêcherait point de garder, comme une manière de résidence secondaire, le Vatican, qui n'avait jamais été occupé par les troupes françaises. Pie VII met une telle obstination à conserver la souveraineté de l'héritage de Saint-Pierre que l'empereur ne parvient pas à maîtriser sa colère. Un jour, racontera le pape dans la chaleur de la dispute, au sujet de la renonciation aux États romains, selon l'habitude qu'il en avait, Napoléon me prit par un bouton de ma soutane et me secoua si fort en le tirant que tout son corps remuait. Mais contrairement à ce que Chateaubriand affirmera, Napoléon ne traîne pas le souverain pontife par ses cheveux blancs. L'empereur finit par s'incliner intramuros, tout en faisant officiellement savoir extramuros que, l'État romain ayant été réuni à l'Empire, il ne pouvait en être séparé. Un point capital demeurait à régler. L'éternelle institution des évêques, question qui restait pendante depuis des années. Dans une conférence, rapportera encore le pape, l'empereur, pris de colère en raison de mes constants refus, accomplit à mon égard un acte qui me fit lui dire « Oh, l'affaire a commencé par une comédie et veut finir en tragédie ?» Telle est l'origine du célèbre « Commediante tragediante » de la légende. Cette fois, Pie VII devra céder. Après un délai de 6 mois, si le pape refusait d'instituer un nouvel évêque, celui-ci serait établi soit par le métropolitain, soit par le prélat le plus ancien de la province. Il n'était pas spécifié qu'elle serait faite au nom du pape. Le 25 janvier, en présence de l'empereur, le traité est présenté à Pie VII.
Le prisonnier de Fontainebleau implore du regard les cardinaux témoins de la scène qui, devant l'expression implacable du visage de Napoléon, baissent les yeux. Le souverain pontife pousse alors un pesant soupir, prend la plume et signe. Napoléon pose ensuite son illisible griffe au bas du nouveau concordat. Après une telle abdication, il importe peu à Pie VII de promettre de couronner lui-même le roi de Rome et l'impératrice, et Napoléon s'en retourne à Paris en vainqueur. Mais quelques jours plus tard, le cardinal Pacca, rendu à la liberté, arrive à Fontainebleau. Il ne se fait point d'illusions. Il devinait les réactions que le pape, abattu par la maladie et les souffrances d'une longue captivité, avait pu avoir. « Je le savais », précisera-t-il. Entouré de personnes vendues à l'empereur, je compris dès lors que la lutte entre l'ancien moine Barnabé Chiaramonti et Napoléon Bonaparte serait inégale, et de quel côté serait la victoire. Il s'avance vers le pape. C'est à peine s'il reconnaît son maître dans l'être qui se porte à sa rencontre, une ombre d'homme au regard angoissé. « Nous avons fini, hélas, par nous rouler dans la fange, » soupire Pie VII. « Ces cardinaux m'ont traîné à cette table et m'ont fait signer. Ah, mon ami, je ne dors ni jour ni nuit, je crains de mourir fou comme Clément XIV. » « Il n'est pas question de mourir, » s'exclame le prélat, « mais de réparer le mal fait. » « Croyez-vous donc qu'on puisse y remédier ? » ?»« Oui, Saint-Père, à presque tous les maux, il est un remède. » Ce remède sera la rétractation du 24 mars 1813. Ce jour-là, le pape déclarait ne pouvoir exécuter le concordat, cet écrit vicieux et mal fait. Et il ajoutait « Comme tel, avec l'aide de Dieu, nous voulons qu'il soit réformé, afin qu'il n'en résulte aucun dommage pour l'Église, ni aucun préjudice pour notre âme. » La colère de Napoléon fut effroyable. La réconciliation spectaculaire du 25 janvier se trouvait désormais bien morte, mais pour tous, elle devait subsister. « Le ministre des cultes, » dicta l'empereur, gardera le plus grand secret sur la lettre du pape en date du 24 mars que je veux, selon les circonstances, avoir ou n'avoir pas reçu. Le concordat de Fontainebleau est désormais une loi de l'État. Sa Majesté le regarde comme un traité plus sacré que tous les autres. Le roi de Rome et l'impératrice ne seront pas couronnés. Quant à Pie VII, il demeurera prisonnier jusqu'à ce que le commencement de la fin vienne le libérer et lui permettre de regagner Rome, alors menacé de confiscation, au paradoxe, par Murat, devenu l'allié de l'Autriche. Pour beaucoup, Napoléon s'acheminait vers ce commencement de la fin. Metternich, dont l'heure va sonner, se livre, durant ces mois qui précèdent la déclaration de guerre de l'Autriche à la France, à un double jeu qui laisse pantois. D'abord, l'empereur François doit devenir l'arbitre de la situation en se posant en médiateur. Metternich est tout surpris d'apprendre que Napoléon, le 31 décembre, prend la chose le mieux du monde. « Faisons la paix », déclare-t-il au ministre autrichien Boubna. « Je ne demande pas mieux que votre empereur parle à haute voix à la Russie. Je me réjouis qu'il se décide à devenir médiateur. » La veille, mais Napoléon l'ignorait encore ce jour-là, le général prussien Yorck, comte de Warttembourg, a signé avec les Russes la capitulation de Torungen. Le corps prussien de la Grande Armée devient neutre, en attendant bien sûr de se retourner contre Napoléon. Königsberg est aussitôt évacué et les forces impériales françaises, formées de la division Eudley venue de Berlin et d'une division polonaise, sont obligées de se replier sur la Vistule. Le roi Frédéric trouve cependant cette volte-face quelque peu prématurée. Le seul nom de Napoléon
le fait encore trembler. D'autant plus qu'Eugène occupe Berlin. Aussi, le 6 janvier 1813, désavoue-t-il le général York. Il assure l'empereur de sa fidélité scrupuleuse et certifie « Rien au monde ne pourra m'en détourner et aucune circonstance ne peut me faire changer de système. J'y tiens autant par loyauté que par intérêt, car je ne suis pas de ces étourdis, de ces braillards qui veulent voir la France dégringolant. » Le roi approuve néanmoins York en sous-main et envoie, en ce même mois, le comte de Brandebourg au tsar pour lui demander de précipiter sa marche vers l'Oder, c'est-à-dire vers lui. Déjà, Schwarzenberg, à la tête du corps autrichien, a abandonné la Volhynie et, au lieu de rejoindre Gênes, s'est dirigé vers Vienne. Napoléon ne cache pas son mécontentement à Metternich. « C'est une mauvaise pièce, elle est contraire au traité, c'est un premier pas vers la défection. Vous avez changé de système, vous voulez tirer votre corps auxiliaire du jeu. J'ai accepté votre intervention pour la paix, mais une médiation armée ne me convient pas. Il en arrivera que le vice-roi sera obligé d'évacuer Varsovie, de quitter la Vistule, d'aller derrière l'Oder. Cela fera une mauvaise sensation dans mon armée et en France. J'en parlerai à mon peuple. Je ferai de nouvelles levées. Je retirerai peut-être mes troupes derrière le Rhin. Je m'arrangerai avec les Russes. Deux grandes puissances trouvent toujours moyen de s'arranger, et vous ne pouvez plus compter sur moi. » Peut-être, mais les Russes ne tiennent pas à s'arranger avec Napoléon, qu'ils considèrent déjà comme un colosse aux pieds d'argile. L'empereur en a conscience. « Vous allez disant partout qu'il faut faire la paix, » demande-t-il à Talleyrand. « Mais comment la faire ? » « Votre Majesté a encore entre les mains des effets négociables, » répond le prince de Bénévent. « Si elle attend davantage et qu'elle vienne à les perdre, elle ne pourra plus négocier. » Par effet négociable, Talleyrand entend les États romains, le Piémont, la Toscane, la Hollande, les villes hanséatiques et le duché de Varsovie. Territoire que Napoléon refuse de lâcher, sachant parfaitement que la première concession en entraînera une seconde, puis une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à son abdication. Il ne veut pas plus renoncer à sa médiation sur la Confédération du Rhin qu'à celle des cantons suisses. L'empereur aurait tout au plus consenti à donner ce qu'il ne possédait déjà plus, le Portugal ou la Sicile, qu'il n'avait même jamais pu occuper. De même, le duc de Bassano l'écrivait à Vienne, sans vouloir le moins du monde plaisanter. L'empereur était prêt à offrir au tsar la Pologne russe, la Lituanie, la Volhynie, la Podolie, l'Ukraine, qui n'avait jamais cessé d'appartenir à l'empereur de Russie. « Je céderai, » écrit Napoléon à son beau-père, sur le traité de Tilsit en ce qui peut compromettre l'entière indépendance de la Russie. Mais je n'abandonnerai pas un village du duché de Varsovie et je ne souffrirai pas que la Russie reçoive aucun accroissement du côté de l'Autriche, de la Turquie ou de la Suède. Comment, dans ces conditions, obtenir la paix ? Cette paix que les futurs alliés n'envisagent nullement d'accorder à Napoléon. On s'en doute, le gouvernement autrichien ne désire pas faire aboutir la moindre concession. Metternich et son empereur, tout en assurant le tsar qu'il ne donnerait plus un homme à Napoléon, affirmaient en même temps à Paris que l'alliance entre les deux empires leur paraissait à un tel point nécessaire que si vous la rompiez aujourd'hui, disait-il, nous vous proposerions demain de la rétablir absolument dans les mêmes conditions. François Ier, en réalité, n'a qu'une hâte, se dégager de l'alliance et, après avoir acquis son indépendance, déclarer la guerre à son gendre. Il envie le roi de Prusse, qui se trouve à la veille de pouvoir enfin franchement tourner Casaque. L'armée prussienne, qui ne compte sur le papier que 30 000 hommes,
formera bientôt, par l'afflux des volontaires et par l'armement clandestin, un corps de 134 000 hommes prêts à se lancer contre la France. Le 27 février 1813, un traité d'alliance, encore secret, est signé par le roi Frédéric Guillaume avec le tsar Alexandre, qui peut encore aligner 190 000 rescapés de la terrible poursuite. L'enthousiasme prussien est à son comble. C'est la revanche tant attendue. Toutes les femmes échangent leurs alliances contre un anneau de fer portant ces mots « J'ai donné de l'or pour du fer ». Napoléon sent monter le drame. « Restez à Berlin autant que vous pourrez », écrit-il à Eugène le 5 mars 1813. « Faites des exemples pour la discipline. À la moindre insulte d'une ville, d'un village prussien, faites-le brûler, fût-ce même Berlin, s'il se comporte mal. » Mais Eugène a porté son quartier général en arrière de la capitale prussienne, ce qui lui vaut, le 9 mars, une mercuriale de l'empereur. Démontrer par ce repli que l'on n'est point capable de garder la ville, c'est attirer à soi les Russes et les pousser à se saisir de Berlin. Vous avez ainsi perdu une attitude que l'art de la guerre est de savoir conserver. Lorsque le fils de Joséphine reçoit cette lettre, le tsar a déjà fait son entrée dans la capitale de Frédéric Guillaume. 3 jours plus tard, le 16 mars, la Prusse annonce à la France que leur alliance est rompue. Et dès le lendemain, le roi déclare la guerre à Napoléon. La joie, à Berlin, est indescriptible. C'est la guerre sainte qui s'apprête. Le 19 mars, le général Yorck entre dans Berlin. Et le 22, c'est au tour du roi de retrouver sa chère ville. C'est du délire. Et la haine pour la France atteint son paroxysme. Pendant ce temps, à Vienne, ainsi que l'écrit le 7 avril le comte de Narbonne à Marais, tout semble présenter ici le même tableau qu'offrait la Prusse à la veille d'Iéna. Je vois tous les cafés et les lieux de rassemblement ne respirer que par la haine du nom français. Ce même jour, le représentant de Napoléon est reçu par Metternich. L'entretien tourne vite à l'aigre. « Ne dois-je pas conclure, constate Narbonne, que votre projet est, en penchant pour la France, de vous battre contre elle si elle n'acceptait pas ce que vous croirez acceptable. Cela sort naturellement de la situation des choses, reconnaît Metternich. Et il ajoute, patelin, bien entendu que toute notre faveur est pour la France. Et c'est pour cela que vous envoyez Monsieur de Stadion au quartier général de l'empereur de Russie? Cela n'est pas encore définitivement arrêté, mais presque sûr. Vous attendez la première victoire pour vous décider, ironise Narbonne. Vous vous trompez, répond Metternich avec franchise. Croyez bien que le lendemain de cette victoire, nous vous parlerions d'un ton plus prononcé qu'aujourd'hui. Le surlendemain, Schwarzenberg arrive à Saint-Cloud. Metternich lui a demandé de sonder l'empereur. « Les Anglais, lui déclare Napoléon, croient que la France est écrasée. Ils me demanderont la Belgique. Ma position est difficile. Si je faisais une paix déshonorante, je me perdrais. Je suis nouveau, j'ai plus de ménagement à garder pour l'opinion parce que j'en ai besoin. En publiant une paix de cette nature, on n'entendrait, à la vérité, au premier moment, que des cris de joie. Mais bientôt, on blâmerait hautement le gouvernement. Je perdrais l'estime et en même temps la confiance de mes peuples, car le Français a l'imagination vive. Il aime la gloire, l'exaltation. Il est fibreux. Schwarzenberg voit l'empereur si sûr de lui qu'il n'ose lui parler des conseils que Metternich l'a chargé d'adresser à Napoléon et dont il fera part à Marais. La paix seule peut prévenir les malheurs qui nous menacent. Mais tant que vous ne rétablirez pas les États dans leurs droits et que vous ne reconnaîtrez pas que chacun est maître chez lui, que vous ne laisserez pas le commerce libre pour faire rentrer un peu d'argent en circulation, la paix, même, sera une chimère. Napoléon connaît parfaitement le problème,
mais ne peut cependant le résoudre en appliquant la seule solution possible. Louis Madelin l'a, une fois de plus, fort bien expliqué. Napoléon est dans l'impossibilité de faire la part du feu, ainsi que son entourage le lui suggère. S'il cédait un pouce, on lui demanderait aussitôt une toise, et s'il cédait cette toise, ce serait aux yeux de l'Europe un tel aveu de faiblesse que, le poussant de toise en toise, on finirait par lui tout arracher. Mais ayant tout cédé, il lui faudrait, de gré ou de force, disparaître, car un Napoléon sans son empire était désormais inconcevable. Par ailleurs, en ce printemps 1813, la situation ne paraît encore nullement dramatique à l'empereur, en dépit d'abord de Bernadotte qui, le 3 mars, a signé un traité avec l'Angleterre en promettant de jeter 30 000 hommes à la curée de son ancienne patrie, en dépit de l'entrée à Madrid des Anglais, en dépit enfin de Murat, qui commence à flancher et rêve de devenir le Bernadotte du sud de l'Europe. Le 26 janvier, l'empereur lui écrit « Je suppose que vous n'êtes pas de ceux qui pensent que le lion est mort. Si vous faisiez ce calcul, il serait faux. Vous m'avez fait tout le mal que vous pouviez depuis mon départ de Vilna. Le titre de roi vous a perdu la tête. Si vous désirez le conserver, ce titre, il faut vous conduire autrement que vous avez fait jusqu'à présent. » Murat, en recevant cette semonce, ne rentre pas dans le rang. Bien au contraire. Ce magnifique soldat, mais piètre politique, commence à faire des avances aux adversaires de son beau-frère. À la première occasion, par exemple la déclaration de guerre de l'Autriche à Napoléon, le roi de Naples offrira ses services à l'Autriche, à la condition toutefois que les Alliés lui permettent de conserver le royaume de Naples. Pour l'instant, l'empereur consacre ses nuits et ses journées à forger sa nouvelle armée. Il compte ses hommes. « J'ai les moyens de réparer mes fautes », avait-il dit le lendemain de son retour. Il n'ignore plus maintenant que des survivants de la dramatique retraite de Russie, il ne reste plus, outre les débris de la garde, que 3000 combattants de la division Loiseau. Du sang neuf est à sa disposition. Il y a d'abord la classe 1813, soit 140 000 hommes, auxquels viennent se joindre 100 000 soldats de la garde nationale. Il peut encore être sûr, du moins pour l'instant, des contingents que lui fourniront la Confédération du Rhin et le Royaume de Naples. D'autre part, il décide d'appeler sous les drapeaux les gardes d'honneur et de mettre ainsi sous les armes les jeunes gens qui appartiennent à la haute bourgeoisie et à la noblesse. Jusqu'à présent, dans chaque département, ceux-ci n'effectuaient qu'un service de parade, payant un remplaçant pour tenir leur place aux armées. Ainsi que le constatera Poumiès de la Siboussi, cet acte de despotisme excita une clameur générale et aliéna au gouvernement toute cette partie aisée et éclairée de la nation. Cependant, le décret va fournir 10 000 cavaliers à l'empereur, apport important puisque Napoléon manque gravement de cavalerie. Mais pourquoi ne leur a-t-il pas adjoint l'armée d'Espagne, forte de 250 000 hommes et composée des meilleurs soldats de l'Europe, ceux d'Austerlitz et de Friedland? Le proscrit de Sainte-Hélène en conviendra. Après les affaires de Russie, je devais faire les affaires d'Espagne. Je devais aller à Valençay. En 48 heures, terminer avec Ferdinand, l'envoyer en Espagne et retirer mon armée. Pourquoi s'est-il privé d'un apport aussi considérable? Parce que, pour établir la paix outre-Pyrénées, il eût fallu rendre l'Espagne à Ferdinand VII, qui aurait assurément tendu la main aux Anglais. Par ailleurs, Joseph, souverain en disponibilité, serait, en ce cas, revenu à Paris. C'est l'aîné du clan qui aurait alors exercé la régence pendant la prochaine campagne. Or, pour neutraliser son beau-père, Napoléon pense l'offrir à Marie-Louise. Il semblait encore inimaginable que le grand-père puisse vouloir détruire l'empire du petit-fils. Et pourtant, confiance tragique qui vaudra son trône à l'empereur. Il lui faut aussi de l'argent
puisqu'il ne veut pas toucher à son trésor de guerre, 200 millions en or, qui se trouvent rangés en tonnelets dans les caves des Tuileries. Aussi, le 14 février, l'empereur se rend en grande cérémonie au corps législatif pour demander aux représentants de voter les textes qui lui fourniront des subsides. Sans doute, les députés ne résisteront-ils point. Ils n'y songent même pas, d'autant qu'il ne s'agit pas de leur argent. Mais Napoléon, pour la première fois, craint les réactions de l'opinion publique. Ayant fait depuis son retour quelques promenades dans Paris, l'empereur y a rencontré un accueil mitigé, parfois même assez froid, et cela a été pour lui une révélation. C'est ainsi que, pour se rendre à la Chambre des députés, l'ancien palais Bourbon, il prend par le plus court le jardin des Tuileries, la place et le pont de la Concorde. Fort heureusement, nous dira le préfet Pasquier, j'étais passé à cheval 1 heure auparavant, et mes yeux avaient été frappés par une inscription tracée en gros caractères noirs sur le pilastre du pont. « À bas le tyran ». Je n'eus que le temps de l'envoyer effacer. Le maître aura cependant vent de la chose, car il écrira à Savary « Vous ne surveillez pas assez le faubourg Saint-Germain et les coteries bourboniennes ». Napoléon ne se laisse pas abattre. Il a toujours foi en son étoile. Il sent la poudre. Les préparatifs de la prochaine campagne l'ont véritablement rajeuni et ont fait fondre sa mauvaise graisse. Sa vivacité d'esprit, qui semblait l'avoir quitté sur les bords de la Moskova, est revenue. Il suffit de feuilleter sa correspondance au cours de cette halte de 4 mois pour demeurer, une fois de plus, stupéfait. Tout en envoyant note sur note aux généraux, et dans lesquels, comme d'habitude, il va au-delà de la minutie, il reçoit, se rend au spectacle, chasse, ordonne que l'école de médecine soit achevée cette même année, va voir où en sont les travaux de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, inspecte l'hôtel des postes de la rue de Rivoli. Il surveille aussi sa famille et ne se contente pas de réprimander les rois. Il tance ses sœurs. Lorsque Pauline fait demander l'autorisation de faire venir de Milan 3 châles de cachemire achetés à Constantinople, il trace en marge de la note ces 2 lignes. Refusé. Les princesses doivent donner l'exemple d'obéir à la loi et d'encourager les manufactures nationales. L'heure est grave. Ce n'est plus en qualité d'empereur qu'il lui faut faire la guerre, mais il doit redevenir le général Bonaparte. Je veux avoir beaucoup moins de monde, moins de cuisiniers, moins de vaisselle, aucun grand nécessaire, et cela autant pour donner l'exemple que pour diminuer les embarras. En campagne et en marche, les tables, même la mienne, seront servies avec une soupe, un bouilli, un rôti et des légumes, point de dessert. Diminuez également le nombre des cantines. Au lieu de 4 lits, n'en avoir que 2. Au lieu de 4 tentes, n'en avoir que 2. Et les meubles en proportion. Le 13 avril, l'avant-veille de son départ, il demande 3 berlines légères sans vaches ni paquets. Et il précise « Dans ma voiture, on mettra un choix de livres, les cartes de poste, les croquis qu'on a fait dernièrement dans mon bureau topographique, quelques cartes du pays entre l'Elbe et le Main. » Son secrétaire, Fin, aura dans sa voiture les états de situation et la correspondance avec l'armée. Et il ordonne encore « Ma chambre partira par la route de Trèves. » Le 15 avril, après avoir laissé la régence à Marie-Louise, l'empereur quitte Saint-Cloud. Tout en roulant, il fait ses comptes de vie humaine et croit pouvoir bientôt renforcer l'armée et porter ses effectifs à 400 000 hommes. Il espère même avoir la possibilité d'en aligner 600 000 en faisant appel aux anciennes classes. Il arrive à Mayence 40 heures après avoir laissé Paris et doit se rendre à l'évidence. L'optimisme l'a trompé. Il ne dispose seulement que d'une masse de manœuvre de 230 000 à 250 000 hommes. Mais cette armée se trouve principalement composée d'Allemands, d'Italiens, de Suisses, de Hollandais et même d'Illyriens. Autant de troupes qui passeront à l'ennemi dès la première affaire douteuse.
Quant aux Français, la plus grande partie est à peine instruite. Les recrues sont âgés de 18 à 20 ans. Sans doute, ces jeunes soldats de 1813 sont-ils pleins de courage, mais, ainsi que le remarquera l'un de leurs officiers, ils n'ont que les instincts et que la force des enfants. L'armée possède 600 bouches à feu, mais on ne le répétera jamais assez, et l'empereur y pensait avec angoisse, les différents corps sont démunis de cavaliers. 60 000 chevaux sont morts entre Moscou et la Vistule. Ils ont pour la plupart nourri la grande armée. Or, la stratégie impériale, la poursuite d'un adversaire battu, décrochant et quittant le champ de bataille, exige une cavalerie puissante. Napoléon ne peut opposer, en 1813, que 15 000 soldats montés aux 37 000 cavaliers alliés. De plus, bien des hommes, s'ils savent monter à cheval, ignorent tout de leur métier. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire le pittoresque récit inédit écrit par le brigadier Lambry, des gardes d'honneur du département de la Sarre. Après avoir passé les hommes en revue, l'empereur souhaita les voir manœuvrer. « On nous fit faire, raconte le brigadier, quelques demi-tours à droite par 4, quelques demi-tours à gauche par 4, et il n'en fallut pas davantage pour nous embrouiller complètement. Les maréchaux d'Empire et généraux de l'état-major qui avaient accompagné l'empereur, voulant lui épargner la vue de ce désordre, s'approchèrent de nos rangs pour tâcher de nous guider. Nous voilà de nouveau en bataille. Voyant que nous ne réussissions pas dans les simples manœuvres, on voulut nous faire briller dans les grandes. Et l'on en commanda une que l'empereur aimait beaucoup à voir exécutée à la cavalerie, qui était « par les pelotons des ailes, en arrière du centre, passer le défilé ». À un commandement aussi nouveau qu'étranger pour nous et quelques-uns de nos officiers, nous nous regardâmes tous pendant un instant, et puis nous voilà partis un peloton d'un côté, l'autre d'un autre, malgré les cris de nos officiers et des officiers généraux qui se trouvèrent au milieu de nos rangs rompus et mêlés. Ici, un lieutenant ou un maréchal des logis-chefs demandait à grands cris son peloton fondu avec le peloton voisin. Là, un maréchal d'Empire ou un général se trouvait pris entre deux pelotons qui, n'ayant pas conservé leur distance, l'écrasaient de leur choc. Tout cela produisait un tumulte vraiment risible, et néanmoins déplorable, lorsqu'on songeait qu'une cavalerie semblable serait peut-être dans le cas d'aller au feu. L'empereur conservait un sérieux glacé. Il fit venir nos officiers supérieurs à l'ordre, leur adressa de vifs reproches sur notre peu d'instruction, leur recommanda de la soigner davantage et promit d'attacher à chaque compagnie un certain nombre d'instructeurs pris parmi les sous-officiers et brigadiers de sa vieille garde. C'est ainsi qu'il prit congé de nous. Napoléon espère toujours que l'Autriche abandonnera son attitude équivoque et reviendra vers lui. Avant de se porter à la tête de l'armée, il charge Marie-Louise de mettre son père au pied du mur. « Dis-lui que c'est mal de vouloir que ce soit moi qui ne veux pas la paix, lorsqu'on n'a pas encore consenti à ouvrir les négociations, » lui écrit-il. Prie-le de prendre garde que cela n'ait pour but de l'entraîner dans la guerre. Laisse-lui voir que ce pays-ci ne se laissera pas maltraiter, ni imposer des conditions honteuses par la Russie, ni l'Angleterre, et que si j'ai actuellement 1 million d'hommes sous les armes, j'en aurai autant que je voudrais. Le même jour, il quitte Mayence pour entrer en campagne. Quel est le plan de l'empereur ? Tendre la main derrière la salle aux troupes d'Eugène, fortes, en théorie, de 100 000 hommes, mais dont près de 60 000 occupent encore Danzig et les places prussiennes. Les deux armées réunies se porteront à la rencontre de l'ennemi. Le 28 avril, Napoléon est à Weimar. La campagne d'Allemagne commence. Ney franchit la Saale, bat les Russes, et la liaison entre l'armée d'Eugène et celle de l'empereur est faite. En voyant Napoléon remonter leurs rangs, les conscrits poussent des vivats, mettent leurs shakos au bout de leurs baïonnettes. Ce jeune enthousiasme lui fait chaud au cœur
et compense les mines renfrognées des maréchaux qui ne cachent pas leur lassitude. Il déplace son armée vers la plaine de Lutzen. De là, grâce à l'un de ces mouvements dont il a le secret, on pivotera sur les ailes la droite française formant le manche de la Faux et on acculera l'ennemi au mont de Bohême. Ce même 1er mai, Bessières, en marche vers Lutzen, est frappé de plein fouet par un boulet russe. Lorsqu'on annonce la nouvelle à l'empereur, il baisse la tête, accablé, et on l'entend murmurer « Enfin, il est mort de la mort de Turenne. Son sort est digne d'envie. » Le lendemain, dimanche 2 mai, la bataille de Lutzen commence. Les Alliés attaquent 2 jours plus tôt que prévu. Ils ont bousculé Souham. À plusieurs reprises, les conscrits, qui essuient le feu pour la première fois, lâchent pied. La ligne française est percée et Blücher croit déjà tenir la victoire. Mais Napoléon tire son épée, se met à la tête de la jeune garde et part à l'assaut en s'avançant entre 2 colonnes, comme au temps de la campagne d'Italie. Sur les collines de Starsild, les batteries françaises crachent la mort et le combat change d'âme. Au soir, tandis que brûle le village de Kaya, qui, sans cesse au cours de la journée, a été pris et repris, Napoléon s'écrie « La bataille est à nous !» 22 000 Russes et Prussiens gisent sur le champ de bataille, mais on compte 18 000 morts dans les rangs de la nouvelle grande armée. On ne peut, faute de cavalerie, poursuivre l'ennemi qui se retire vers l'Elbe. Quoi qu'il en soit, cette affaire de Lutzen, selon l'expression de l'empereur, ouvre la route de Dresde et prouve que l'on peut compter sur les recrues qui se sont battus, ainsi que l'écrira un témoin, comme des vétérans. Le lendemain, on lit dans les cantonnements la proclamation de l'empereur à l'armée. « Soldats, je suis content de vous. Vous avez rempli mon attente. Vous avez suppléé à tout par votre bonne volonté et par votre bravoure. Vous avez, dans la célèbre journée du 2 mai, défait et mis en déroute l'armée russe et prussienne commandée par l'empereur Alexandre et le roi de Prusse. Nous rejetterons ces Tartares dans leur affreux climat, qu'ils ne doivent pas franchir. Qu'ils restent dans leur désert glacé, ces jours d'esclavage, de barbarie et de corruption, où l'homme est ravalé à l'égal de la brute. » Le 7 mai, l'Elbe est franchie, et le 8, Napoléon fait son entrée dans Dresde. Les magistrats qui ont reçu les Russes avec enthousiasme se tiennent penauds, et Napoléon ne leur dissimule pas sa manière de penser. Cependant, pour l'amour de leur roi, il ne traitera pas la Saxe en pays conquis. Au palais royal de Dresde, avant de s'endormir, il écrit au roi de Saxe, qui s'était prudemment rapproché de la frontière autrichienne, en l'invitant à regagner sa capitale libérée. La main du maître ne s'en fait pas moins lourdement et cruellement sentir. L'Allemagne reconquise, les troupes françaises occupent de nouveau Hambourg et les exécutions frappent sans pitié ceux qui se sont rebellés. Dès le dimanche 9 mai, Napoléon reprend son épée de général et se porte au bord de l'Elbe, à 1 lieue de Dresde, auprès du village de Priesnitz, afin de surveiller les travaux destinés au prochain passage du fleuve. L'ennemi occupe l'autre rive et ouvre le feu de toute son artillerie. À plat ventre sur une gigantesque carte, Napoléon semble ne même pas s'apercevoir que les boulets pleuvent autour de lui. L'un d'eux s'enfonce et éclate à 10 pas. Voici l'empereur et sa carte couverts de terre. « Ces drôles-là, dit-il en se secouant, n'en font jamais d'autres. » 3 jours plus tard, le roi de Saxe, suivi d'un corps de 3000 cavaliers, revient, l'oreille basse, dans sa capitale. 10 000 soldats saxons sont aussitôt incorporés dans la grande armée. « Nos affaires vont bien, » écrit-il à Marie-Louise. « L'on cherche à tromper papa François, l'on veut l'entraîner dans de mauvaises affaires. Metternich n'est qu'un intrigant. » Il en a d'autant plus la certitude en recevant le 16 le général de Boubna,
qui lui communique les 3 points proposés par Metternich pour établir une paix générale. Le Grand-Duché de Varsovie serait abandonné, la France renoncerait aux territoires réunis en 1811 à l'Empire, enfin Napoléon rendrait l'Illyrie à l'Autriche. L'empereur ne l'ignore pas. En acceptant ces conditions apparemment raisonnables, c'est le début des concessions dont Metternich profitera pour l'anéantir. Le reste, répétons-le, suivrait, jusqu'à ce qu'il soit à terre. Aussi, Napoléon rejette-t-il les propositions alliées. « Je ne veux pas de votre médiation armée. Vous ne faites qu'embrouiller la question. Vous dites ne pouvoir rien faire pour moi. Vous n'êtes donc fort que contre moi. Je ne céderai point un village de ce qui est constitutionnellement réuni à la France. Vous voulez m'arracher l'Italie et l'Allemagne. » En devin extraordinaire, il a découvert par intuition les projets de l'Autriche et ce que sera l'avenir. « Vous voulez me déshonorer, monsieur », déclare-t-il à Boubna. « L'honneur avant tout, puis la femme, puis l'enfant, puis la dynastie. L'enfant dans les veines duquel le sang autrichien coule, que deviendra-t-il? Ce qui me tient à cœur, c'est le sort du roi de Rome. Je ne veux pas rendre odieux le sang autrichien en France. Vous voulez pêcher dans l'eau trouble. On ne gagne pas des provinces avec de l'eau de rose. Ce sont des moyens que l'on peut employer pour séduire les femmes. Vous commencez par me demander l'Illyrie. Puis vous me demanderez le pays de Venise, puis le Milanais, puis la Toscane, et vous me forcerez à me battre contre vous. Il vaut mieux commencer par là. Oui, si vous voulez avoir des provinces, il faut que le sang coule. Repoussez jusqu'à Francfort, je vous dirai la même chose. » On pourrait supposer l'empereur assoiffé de sang, le taxer de tyrannie, ne voulant, par ambition, admettre aucun compromis. Et pourtant, il n'a qu'un désir, la paix. Pour l'obtenir, cette paix, il accepterait de s'entendre avec le tsar et prendrait le risque de voir se répéter de nouvelles exigences, sitôt les précédentes acceptées. Afin, déclare-t-il, d'épargner une effusion de sang inutile. Il envoie donc Caulaincourt au quartier général d'Alexandre. « Si j'ai des sacrifices à faire, j'aime mieux que ce soit au profit de l'empereur Alexandre, qui me fait une bonne guerre, et du roi de Prusse, auquel la Russie s'intéresse, qu'au profit de l'Autriche, qui a trahi l'alliance et qui, sous le titre de médiateur, veut s'arroger le droit de disposer de tout après avoir fait la part qui lui convient. » Mais le tsar voit dans cette demande la preuve évidente de la faiblesse de son adversaire. Il ne veut même pas recevoir Caulaincourt. On doit aller jusqu'à l'Hallali. La guerre reprend. Napoléon quitte Dresde 2 jours après l'entrevue avec Boubna pour se porter vers l'ennemi, dont l'armée, forte de 100 000 hommes, s'est concentrée et fortifiée à l'est de Bautzen, sur les bords de la Spree. Pour les Russes, Bautzen doit être un second Borodino, d'où l'on ne se replierait pas. Les Français passent à l'attaque. Une nouvelle fois, l'empereur s'expose aux boulets et aux averses. Ce jour-là, un officier britannique aperçoit dans sa lunette Napoléon Bonaparte vêtu d'un simple uniforme avec une étoile, d'un chapeau vineux. Cet officier, un colonel, se nomme Hudson Lowe. Le soir, au moment où la bataille faiblit, Caulaincourt voit l'empereur faire le geste de remettre sa tabatière dans son gousset, tout en s'exclamant « En voilà encore une dans ma poche !» La victoire est, en effet, acquise. Mais la seconde position ennemie demeure. Les Prussiens de Blücher forment la droite de cette nouvelle ligne. Les Russes d'Alexandre, le tsar commandant en chef, constituent le centre et la gauche. Napoléon dicte ordre sur ordre, afin que Ney, dont le corps se trouve encore loin, puisse marcher au canon et tourner la droite prussienne. L'ennemi sera pris ainsi entre 2 feux. Le lendemain 21 mai, lors de la bataille de Würchen, ou 2e journée de Bautzen, l'ennemi attaque dès le lever du jour,
espérant reconquérir le terrain perdu la veille. Vers 1 heure, le feu se ralentit. Napoléon, voyant que tout se déroule suivant ses désirs, et en attendant l'arrivée de Ney, demande le matelas de cuir que porte un mulet de bas de son escorte, et s'y étend. Il ne tarde pas à s'endormir, en dépit du bruit de la canonnade. Tous les officiers de l'état-major mettent pied à terre, et, passant au bras la bride de leur cheval, se couchent sur le sol et s'endorment à l'imitation de leur maître. À 2 heures, ils sont réveillés par la voix perçante du grand écuyer qui s'époumonne à crier « Messieurs, à cheval !» L'empereur est déjà debout, observant avec sa longue vue appuyée sur l'épaule du page de service. « Ney a fait son mouvement !» s'exclame-t-il joyeusement. « La bataille est gagnée !» Ce n'était pas tout à fait exact. Le maréchal s'était décidé trop tard et n'avait nullement tourné Blücher. S'attardant à la reprise de Pretitz, il avait simplement forcé les Prussiens à reculer, alors que le maréchal Vorwärts avait juré de ne pas se replier. Cependant, ainsi que le dira Jomini, si Ney eût exécuté l'ordre parfait que Napoléon avait donné à 8 heures du matin, c'en était fait de la majeure partie de l'armée ennemie. Le salut de l'Empire dépendit ainsi d'un moment de faiblesse du plus vaillant de ses généraux. Sans être décisive, Bautzen n'en est pas moins une nouvelle victoire. On essaye de poursuivre les troupes alliées en retraite vers l'Oder. Cependant, l'absence de cavalerie empêche toujours de tailler l'ennemi en pièces. Sans doute, le lendemain, l'infanterie talonne-t-elle Prussiens et Russes, mais les fantassins s'essoufflent à remplir ce rôle, pour lequel ils ne sont point faits. Et on entend les soldats murmurer « Quand cela finira-t-il ? Où l'empereur s'arrêtera-t-il ? Il faut faire la paix à tout prix. » L'artillerie de l'arrière-garde ennemie tente de protéger la retraite de Blücher. Un boulet prussien fauche 3 cavaliers de l'état-major impérial. « Duroc, déclare Napoléon, la fortune nous en veut aujourd'hui. » Quelques minutes plus tard, près du village de Mackersdorf, un boulet, il a été tiré par une batterie russe située à 2 kilomètres de là, déchire le ventre du cher Duroc. Le grand maréchal du palais n'a plus que quelques heures à vivre. L'empereur fait aussitôt arrêter la garde. Les tentes du quartier impérial sont dressées dans un champ à droite de la route. Le blessé a été enlevé du tertre où il avait été frappé et on l'a transporté dans la maison d'un paysan de Mackersdorf. À la nuit, l'empereur entre dans la pièce. Le duc de Frioul s'évanouit, puis revient à lui pour porter la main de Napoléon à ses lèvres. « Toute ma vie, soupire le mourant, a été consacrée à votre service, et je ne la regrette que par l'utilité dont elle pouvait vous être encore. » Le bulletin précise que l'empereur aurait alors répondu « Duroc, il est une autre vie. C'est là que vous irez m'attendre et que nous nous retrouverons un jour. » Durant un long quart d'heure, on n'entend que le râle du blessé. L'empereur tient la main de Duroc. Ses yeux sont embués de larmes. « Ah, sire, murmure encore le grand maréchal, allez-vous-en. Ce spectacle vous peine. » L'empereur, appuyé au bras de Caulaincourt, quitte la maison et va se réfugier dans le carré de la garde. Il y passe le reste de la soirée, assis sur un tabouret devant sa tente, les mains jointes, la tête baissée. « Nous étions tous là autour de lui sans bouger, » racontera Coignet. Il gardait le plus morne silence. On peut toujours voir aujourd'hui, au cœur de Mackersdorf, une grande pierre carrée élevée à la mémoire de l'ami de l'empereur. Un nom, une croix, une date. Duroc, 1813. Son corps dort aux Invalides, non loin de Napoléon. Les Alliés, sans munitions, reculent avec précipitation, battant toujours en retraite. Glogau est bientôt évacué et l'armée napoléonienne atteint l'Oder.
Il n'a pas fallu 1 mois à Napoléon pour faire rétrograder l'ennemi pendant 350 kilomètres. Metternich écrira plus tard dans ses mémoires « Il s'agissait d'arrêter ce Napoléon dans sa marche. Aussi, Russes et Prussiens demandent-ils à l'empereur ses conditions de paix, démarche que Napoléon accueillera avec froideur. Devine-t-il que cette trêve ne sera qu'un rideau, selon la si juste expression d'Albert Sorel, derrière lequel la meute pourra posément se reformer, se réunir aux forces autrichiennes et suédoises pour foncer, une fois de plus, sur l'homme à abattre. Dès le 10 mai, Hardenberg avait écrit « La guerre entre l'Autriche et la France doit éclater sur le refus que Bonaparte donnera sans aucun doute aux propositions que la Russie, la Prusse et l'Autriche lui feront conjointement. » En dépit de sa victoire, sa dernière véritable victoire, Napoléon est angoissé. Lui a-t-on répété ces mots prononcés par Duroc avant de mourir ? « Nous y passerons tous. » Il voit autour de lui les maréchaux las et incapables d'initiative. Il sait aussi que poursuivre la guerre sans renforcer sa cavalerie serait une folie. Alors, il accepte l'armistice en se rendant parfaitement compte du danger qu'il court. Si les Alliés ne veulent pas la paix de bonne foi, cet armistice peut nous devenir bien fatal. Afin de prouver que, de son côté, il est sincère, Napoléon accepte de se replier. Il abandonne la ligne de l'Oder. « Mon intention est d'établir mon quartier général à Dresde », explique-t-il à Murat, « parce que je serai plus près de mes États. » Le 10 juin, l'empereur arrive à Dresde et s'installe non chez le roi de Saxe, ainsi qu'il l'avait annoncé, mais au palais Marcolini, situé dans le faubourg de Frédérichstadt. Il demeurera dans la capitale saxonne jusqu'au 15 août, sauf du 10 au 15 juillet, où il se rendra à Wittenberg, Magdebourg et Leipzig, afin d'inspecter l'armée. Durant ces 2 mois, il ne cessera de passer des revues, de donner des ordres pour rassembler une armée composée de Français, d'Italiens, de Hollandais, de Polonais, de Badois, de Bavarois, de Wurtembergeois et de Saxons. Cet assemblage disparate sera heureusement compensé par les troupes venues des places fortes d'Allemagne, par la reconstitution de la garde, 50 000 hommes, enfin par la création d'une cavalerie de 30 à 40 000 chevaux. Son cerveau se plie toujours à régler sans problème le même jour et à la fois. Entre 2 ordres adressés à l'armée, il écrit à l'impératrice. « Madame et chère amie, j'ai reçu la lettre par laquelle vous m'avez fait connaître que vous avez reçu l'archichancelier étant au lit. Mon intention est que, dans aucune circonstance et sous aucun prétexte, vous ne receviez qui que ce soit étant au lit. Cela n'est permis que passé l'âge de 30 ans. » Étant donné les goûts de Cambacérès, Napoléon n'avait pourtant rien à craindre. Il fait venir des comédiens. Puisque cela ne pourra faire qu'un bon effet à Londres et en Espagne en y faisant croire que nous nous amusons à Dresde. Savary, avec sa maladresse habituelle, parle du pacifisme de l'empereur. « Ces matières ne vous regardent pas, lui écrit-il, ne vous en mêlez pas. » À Cambacérès, il explique que les discours du ministre de la police le blessent parce que cela supposerait que je ne suis pas pacifique. Je ne fais pas de la guerre un métier et personne n'est plus pacifique que moi. Les exigences des Alliés se sont accrues depuis leur défaite. Aux conditions déjà proposées par le général de Boubna s'ajoute le rétablissement des villes hanséatiques, la dissolution de la Confédération du Rhin et la remise en état de la Prusse telle que se présentait le royaume avant 1806. Ces 2 dernières clauses ne seront d'ailleurs communiquées à l'empereur que dans le cas où Napoléon accepterait les premières. Par ailleurs, les Russes et les Prussiens viennent de signer un accord avec l'Angleterre. La paix ne sera conclue qu'avec le consentement de la Grande-Bretagne et, répétons-le, Londres n'admettra jamais la présence des Français à Anvers. Metternich, mis au courant, affirme aux Alliés que si Napoléon refusait les nouvelles propositions de paix, l'Autriche lui déclarerait la guerre,
Puis, le chancelier prend le chemin du grand quartier général français en véritable homme de Dieu chargé du fardeau du monde, ainsi qu'il l'affirme modestement lui-même. Le 26 juin, l'empereur croise le fer avec l'étrange arbitre. « Il paraît, monsieur, qu'il ne vous convient plus de garantir l'intégrité de l'Empire français. Pourquoi ne l'avoir pas déclaré plus tôt ? En me laissant m'épuiser par de nouveaux efforts, vous comptiez sans doute sur des événements moins rapides. Je gagne 2 batailles, et vous venez me parler d'armistice et de médiation ? Sans votre funeste intervention, la paix entre les Alliés et moi serait faite aujourd'hui. Convenez-en. Depuis que l'Autriche a pris le titre de médiateur, elle n'est plus de mon côté. Elle n'est plus impartiale. Elle est ennemie. » Et comme Metternich essaye de se défendre d'avoir d'aussi noires pensées, Napoléon se radoucit. « Eh bien soit, traitons, j'y consens. Que voulez-vous ? Parlons plus clair et venons au but. Mais n'oubliez pas que je suis un soldat qui sait mieux rompre que plier. Je vous ai offert l'Illyrie pour rester neutre. Cela vous convient-il ? Mon armée est bien suffisante pour ramener les Russes et les Prussiens à la raison, et votre neutralité est tout ce que je demande. » Le ministre, pharisien dans l'âme, s'exclame. « Ô sire, pourquoi votre majesté rentrerait-elle seule dans cette lutte ? Pourquoi ne doublerait-elle pas ses forces ? Il ne tient qu'à vous, sire, de disposer entièrement des nôtres. Oui, les choses en sont au point que nous ne pouvons plus rester neutres. Il faut que nous soyons avec vous ou contre vous. » L'empereur n'est pas dupe. Il sait fort bien que l'Autriche va se jeter dans les bras de ses ennemis. On parle d'un traité avec une 3e puissance. Enfin, il abat ses cartes. Apportez-vous la paix ou la guerre ? Il ne laisse pas au ministre autrichien le temps de répondre. Vous voulez donc la guerre ? Eh bien, nous la ferons. J'ai détruit à Lutzen l'armée prussienne. J'ai abattu les Russes à Bautzen. Vous voulez avoir votre tour ? Je vous donne rendez-vous à Vienne. Les hommes sont incorrigibles. L'expérience est perdue pour eux. J'ai replacé l'empereur François 3 fois sur son trône. Je lui ai promis de rester en paix avec lui toute ma vie. J'ai épousé sa fille. Je me suis dit dans le temps que je faisais une sottise, mais je l'ai faite et je m'en repens aujourd'hui. » Metternich, à qui Berthier a osé dire quelques instants auparavant « N'oubliez pas que l'Europe a besoin de la paix, la France surtout », Metternich prononce le mot. « Eh bien, qu'entendez-vous par la paix ?» s'exclame l'empereur. « Voulez-vous me dépouiller ? Voulez-vous l'Italie, le Brabant, la Lorraine ? Je ne cède pas un pouce de terrain. Je fais la paix sur le statu quo antebellum. Je donnerai même une partie du duché de Varsovie à la Russie. Je ne vous donnerai rien parce que vous ne m'avez pas battu. Je ne donnerai rien à la Prusse parce qu'elle m'a trahi. Si vous voulez la Galicie occidentale, si la Prusse veut une partie de ses anciennes possessions, cela peut se faire, mais contre compensation. Il faudra alors que vous indemnisiez mes alliés. L'Illyrie m'a coûté 200 000 hommes à conquérir. Si vous voulez l'avoir, il faut dépenser un nombre égal d'hommes, selon le mot du tsar. « Au fait, » reprend l'empereur, vous voulez l'Italie, la Russie veut la Pologne, la Prusse la Saxe et l'Angleterre veut la Hollande et la Belgique. Vous n'aspirez tous qu'au démembrement de l'Empire français. Oui, il me faudrait évacuer l'Europe, dont j'occupe encore la moitié, ramener mes légions, la crosse en l'air, derrière le Rhin, les Alpes et les Pyrénées, m'en remettre, pour un avenir douteux, à la générosité de ceux dont je suis aujourd'hui le vainqueur. Dans quelle attitude veut-on me mettre devant le peuple français ? L'empereur François s'abuse étrangement s'il croit qu'un trône mutilé puisse être, en France, un refuge pour sa fille et son petit-fils. Ah, Metternich, combien l'Angleterre vous a-t-elle donné pour vous décider à jouer ce rôle contre moi ? L'empereur entraîne le ministre devant ses cartes, essayant de lui prouver sa force. Je vous donne un autre rendez-vous à Vienne, en octobre prochain.
J'ai vu vos troupes, déclare paisiblement Metternich. Il n'y a que des enfants. Vous avez fait périr une génération. Que ferez-vous quand ceux-ci auront disparu ? L'empereur bondit. Monsieur, vous n'êtes pas un soldat. Vous ne savez pas ce qui se passe dans l'âme d'un soldat. J'ai grandi sur les champs de bataille, et un homme comme moi se... de la vie d'1 million d'hommes. Il jette son chapeau à terre, allant et venant dans la pièce, exaspéré par la froide ironie de Metternich, qui regarde le chapeau demeuré sur le parquet. Soudain, Napoléon le ramasse et se rapproche de son interlocuteur. « Dites-moi, Metternich, n'ai-je pas été un niais d'épouser une princesse autrichienne ? » « Eh bien, puisque vous me demandez mon opinion, je dirais que Napoléon, le grand conquérant, a fait une faute. Et l'empereur François chassera donc aussi sa fille du trône de France. Sire, l'empereur d'Autriche ne considère que le bien de son empire et ne se laissera guider que par ses besoins, sans s'arrêter au sort de sa fille. Il est avant tout un souverain et n'hésitera pas à sacrifier sa famille pour le bien de son empire. Il y a un lourd silence. Napoléon répond d'une voix sourde. « Ce que vous avez dit ne me surprend point et ne fait que me montrer l'immensité de ma faute. Quand j'ai épousé l'archiduchesse d'Autriche, je pensais pouvoir vivifier le passé en l'unifiant au temps nouveau. Les préjugés des anciens Goths aux lumières du siècle actuel. Je me suis trompé, et aujourd'hui je comprends combien mon erreur a été grande. Elle peut me coûter mon trône, mais j'engloutirai le monde sous les ruines. » La scène s'achève. Napoléon reconduit le ministre vers la porte. Là, il s'arrête, lui posant la main sur l'épaule. « Vraiment, vous ne me referez pas la guerre, n'est-ce pas ?» Metternich regarde l'empereur avec hauteur, lui qui a toujours été si obséquieux avec lui. De ses lèvres minces, il laisse enfin tomber ces mots. « Vous êtes perdu, sire. Je m'en doutais en venant ici. Maintenant, je le sais. » En sortant, Metternich écrira à son ami Oudeliste. C'en est fini de Bonaparte. Au lendemain de la terrible scène, l'empereur se contente d'écrire à Marie-Louise. « J'ai causé bien longtemps avec Metternich. Cela m'a fatigué. » On l'eût été à moins. Cependant, Metternich, qui, dans ses mémoires, s'est peint pour la postérité en prophète sûr de lui, était dans la réalité infiniment moins tranquille. « Je ferai ce que je pourrai pour sauver ce monde », écrit-il le 17 juillet à sa maîtresse Wilhelmine de Sagan, dans la correspondance qui, on le sait, vient d'être découverte. L'entreprise n'est pas facile, et s'en trouver chargé n'est pas heureux. Sans doute, et il ne l'ignore point, l'empereur ne peut que refuser les conditions posées par les Alliés. L'Autriche, selon les accords passés avec le Tsar et la Prusse, devra alors déclarer la guerre à Napoléon. Mais l'armée autrichienne ne risquait-elle pas de se faire battre ? Se trouvait-elle véritablement prête à affronter Napoléon ? La prolongation de l'armistice nous servira-t-elle ? Demande-t-il à Schwarzenberg. Quel serait le dernier terme possible ? Schwarzenberg, le 20 juillet, demande 20 jours. Le 10 août, il sera prêt à passer à l'attaque. Peut-être pourrait-on amuser le tapis par un congrès. Et Metternich s'offrit le luxe de proposer à l'empereur de repousser la trêve jusqu'au 10 août. « Les journées se passent, » écrit encore Metternich le 25 juillet. « Bientôt, il n'y en aura plus qui pourront passer. La bombe éclatera. Vous me tiendrez le secret pour la confidence. » ajoute-t-il à l'intention de sa chère et tendre duchesse. Certains, des fous, des sots, des imbéciles, des enthousiastes, voudraient voir commencer les hostilités le plus tôt possible. « Je n'ai pas donné dans le piège, » explique le ministre. « J'ai tout préparé. » Décidément, en dépit de la victoire de Bautzen,
C'est bien pour Napoléon le commencement de la fin. Il apprend qu'à la suite de la défaite de Vitoria, l'Espagne est définitivement perdue. Les malheurs d'Espagne sont d'autant plus grands, écrit-il à Savary, qu'ils sont ridicules. Une aventure, en effet, qui pourrait faire rire si elle n'avait pas été aussi sanglante et aussi tragique. D'ailleurs, dans cette même lettre, l'empereur le reconnaît. En dernière analyse, je ne dissimule pas que c'est ma faute. Si, comme j'en avais eu l'idée, à mon départ de Paris, j'avais envoyé le duc de Dalmatie à Valladolid pour prendre le commandement, cela ne serait pas arrivé. La complaisance mal entendue, l'expression est encore de lui, qu'il a eue pour l'incapable Joseph, se trouve être la cause même de la catastrophe. En annonçant à Marie-Louise la prochaine arrivée de Joseph à Mortefontaine, il lui recommande d'ignorer l'ex-roi. « Je ne veux pas qu'il se mêle du gouvernement et qu'il y ait des intrigues à Paris. » Dans cette même lettre, il annonce à sa femme l'ouverture d'un congrès qui aura lieu à Prague. « Nous verrons ce qu'il fera s'ils veulent me prescrire des conditions honteuses. Je leur ferai la guerre. L'Autriche paiera le tout. J'en serais fâché par la peine que cela te ferait, mais il faut bien repousser l'injustice. » Tandis que Napoléon quitte Dresde pour aller retrouver Marie-Louise à Mayence, Caulaincourt arrive à Prague, où se tient le prétendu congrès allié. Ses instructions sont précises. « Votre langage doit être simple. Si l'on veut continuer l'armistice, je suis prêt, » lui a dit l'empereur. « Si l'on veut se battre, je suis également prêt. » S'il faut en croire ses interlocuteurs, le grand écuyer n'en parle ni dans ses mémoires, ni dans ses rapports à son maître. Caulaincourt aurait confié aux Alliés « Dites-moi seulement si vous avez assez de troupes pour nous rendre une bonne fois raisonnables. Vous ne voyez pas en moi le représentant des lubies de l'empereur, mais de son intérêt véritable et de celui de la France. Je suis tout aussi européen que vous pouvez l'être. Ramenez-nous en France par la paix ou par la guerre, et vous serez bénis par 30 millions de Français et par tous les serviteurs et amis éclairés de l'empereur. » Nous assisterons bientôt à la défection des derniers alliés de Napoléon. 1813 est bien l'une des plus pénibles années de notre histoire. Le 5 août, l'empereur, rentré à Dresde, fait demander à Caulaincourt de hâter la remise des propositions. Le représentant reçoit la lettre le 6 et le 7, Metternich lui remet enfin les fameuses conditions mises au point par les coalisés. Napoléon reçoit le rapport de Caulaincourt le 9 à 3 heures de l'après-midi et répond par des contre-propositions. Mais celles-ci n'atteindront Prague que le 11 au matin. Depuis le 10 à minuit, les pourparlers sont rompus et l'empereur d'Autriche a déclaré la guerre à son gendre. Napoléon apprend la nouvelle le 11 et envoie à Caulaincourt d'autres propositions. Cette fois, il abandonne la Confédération du Rhin, l'Illyrie, sauf Trieste, et le nord de l'Allemagne, sauf Hambourg et Lübeck. Mais il est maintenant trop tard. Metternich, placé dans la plus effroyable crise dans laquelle se soit trouvé un ministre, écrit-il, refusera même la communication de la note. Les Alliés ont jeté le masque. Ils ne mettront bas les armes que lorsque la France sera rentrée dans ses anciennes limites et Napoléon mis hors d'état de nuire. Le même jour, l'empereur François écrit néanmoins à sa fille « Sois calme, la guerre que nous menons est toute différente que les autres. C'est purement politique. Je ne serai jamais l'ennemi de ton mari, et j'espère, lui, jamais le mien. » Marie-Louise répondra « L'empereur ne m'estimerait pas s'il n'était pas rasséréné sur les sentiments que j'éprouve pour vous. Vous ne m'estimeriez pas non plus si mes souhaits n'étaient en première ligne pour le bonheur de l'empereur et de mon fils. » Elle se prend pour une héroïne de Corneille. Cela lui passera. La curée. L'étoile pâlissait. Je sentais les rênes m'échapper
et je n'y pouvais rien. Napoléon. Si vis pacem, para bellum. Jamais la célèbre locution de Végès n'a été plus vraie. Tandis que leurs diplomates affectent de souhaiter la paix, les Russes et les Prussiens concentrent leurs troupes. De son côté, Napoléon agit de même. Mais l'apport de l'armée autrichienne et des forces suédoises de Bernadotte a fortement grossi les effectifs des Alliés, qui parviennent, pour l'instant, à rassembler 600 000 hommes et pourront en aligner 1 million plus tard. L'empereur, en ralliant les régiments d'Espagne et en faisant venir jusqu'aux gardes-mythes des dépôts, pourra-t-il vraiment disposer des 500 000 hommes qu'il possède sur le papier ? Assurément pas. Il a pu réunir 260 000 fantassins, 40 000 cavaliers, ce qui est déjà considérable, et 1250 canons. 3 armées, celles de Schwarzenberg, de Blücher et de Bernadotte, convergent vers les corps français. Napoléon divise, lui aussi, ses forces en 3 groupes. Ainsi que lui fait remarquer Marmont, par la création de 3 armées distinctes, Votre Majesté renonce encore aux avantages que sa présence sur le champ de bataille lui assure, et je crains bien que le jour où elle aura remporté une victoire et cru gagner une bataille décisive, elle apprendra qu'elle en a perdu 2. On ne pouvait mieux prévoir l'avenir. Le premier, Blücher, attaque sur la Karlsbach. Napoléon quitte Görlitz, prend le commandement et 2 jours plus tard, rejette les Prussiens sur leur ligne. Il ne les repoussera pas vers la Silésie car il l'apprendra le 23, à Lauenberg, l'armée de Bohême passe à l'attaque et essaye d'enlever Dresde. Comment Gouvion-Saint-Cyr, avec seulement 20 000 combattants, pourra-t-il résister à la terrible poussée des Autrichiens de Schwarzenberg et de Colloredo, aux Prussiens de Kleist et aux Russes de Barclay et de Wittgenstein, soit 250 000 hommes qui s'apprêtent à le mettre en pièces. Le général Moreau, qui se trouve dans l'état-major ennemi, a fourni ce conseil. S'attendre à une défaite partout où l'empereur donnera en personne. Éviter autant qu'on le pourra d'en venir aux mains avec lui. Attaquer et combattre ses lieutenants partout où on pourra les joindre. Enfin, les lieutenants battus et affaiblis, réunis aux forces existantes, toutes celles qu'on pourra joindre, marcher sur lui arracher la victoire et ne pas lui donner de répit. Bernadotte a donné le même avertissement. Napoléon le confirmera plus tard, c'est lui qui a donné à nos ennemis la clé de la tactique de nos armées. C'est lui qui a montré le chemin du sol sacré. Lui et Moreau. Mais un 3e larron s'est joint aux 2 transfuges. Jomini. Napoléon, qui a abandonné la poursuite de Blücher, fonce, et le jeudi 26 août, à 10h du matin, suivi par le corps de Marmont et par la vieille garde, il traverse au grand galop le pont Auguste, joignant Neustadt, à Dresde. Quelle est la situation ? Sans doute les Russes, qui occupent les hauteurs de l'autre côté de la ville, crient-ils déjà « À Paris, à Paris !» Sans doute les troupes de Gouvion-Saint-Cyr sont-elles repoussées derrière les palissades des faubourgs. Mais Dresde n'est pas encore prise par l'ennemi. La route de France n'est point coupée. Ainsi que le dira le baron Pérus, par sa seule présence, l'empereur rend la vie et l'espoir aux habitants terrorisés. Ils se pressent autour de lui, ils le saluent du nom de libérateur. Cet enthousiasme est partagé par toutes les colonnes que Sa Majesté fait défiler devant elle au pas de charge. À chaque colonel qui passe devant lui, avec son unité, il indique l'emplacement des régiments. Il semble connaître Dresde aussi bien que Paris. Il a même retenu le nom de la porte d'Hippodiswald. Dans les rangs ennemis, le nom terrible court. Napoléon, Napoléon. Les musiques des régiments retentissent. Redoutes et retranchements que Gouvion-Saint-Cyr a été forcé de lâcher sont repris. Les Alliés reculent et bientôt les Français les poursuivent l'épée dans les reins. Toute la nuit, l'empereur dicte des ordres en faisant les 100 pas dans sa chambre. À l'aube du 27 août,
le brouillard permet à Murat d'aller prendre position sans avoir été vu par l'ennemi. La lutte pour Dresde reprend sous une pluie battante et avec encore plus de violence. Non loin de la porte d'Hippodiswald, près d'un grand feu de bois, l'empereur dirige la bataille. Vers 11 heures, il envoie le général Drouot ordonner de sa part au général Curial de porter en avant la batterie de sa division et de jeter une poignée de boulets sur un groupe d'état-major qui, entourant le tsar, se pavane sur le haut d'une colline. L'ordre est exécuté et le groupe éparpillé. Un général ennemi tombe, les 2 jambes broyées. Des infirmiers russes l'emportent, un chien suit le corps. Les Français qui, de loin, ont assisté à la scène, pensent que Schwarzenberg a été frappé à mort. Mais le lendemain, on apportera le collier du chien à Napoléon et il pourra lire ces mots « J'appartiens au général Moreau ». Moreau a été frappé par un boulet français. Il sera amputé des 2 jambes, mais il ne pourra être sauvé. Et c'est enfin la victoire, victoire chèrement acquise. Le tsar, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse sont battus, laissant 12 000 prisonniers aux mains de leur adversaire et 27 000 morts sur le champ de bataille. Ce champ de bataille, qui fait horreur, annonce Metternich à Madame de Sagan. 100 000 Français ont vaincu 250 000 alliés. L'empereur, mort de fatigue, laisse ses lieutenants poursuivre l'ennemi en retraite et regagne Dresde à 8 heures du soir. Il est à un tel point trempé par la pluie que, remarque un témoin, la partie de derrière de son chapeau lui pend sur le dos. Ses bottes, nous dit Constant, prenaient l'eau par le collet de son habit. Elles en étaient entièrement remplies. Le roi de Saxe l'embrasse en cet équipage. Et Napoléon, qui tremble de fièvre, se jette dans un bain brûlant. Mais il est pris de vomissements, et le lendemain samedi, dès 5 heures du matin, le voici dispos. Il saute à cheval et va se placer sur la colline de Rodnitz. Durant cette 3e journée de la bataille de Dresde, on pourchasse partout l'adversaire qui se replie. Ce soir-là, l'empereur éprouve un nouveau malaise et regagne Dresde en voiture pour se mettre au lit. Rétabli le lendemain, il écrit à Marie-Louise « J'ai bien rossé le prince Schwarzenberg et l'empereur Alexandre. Les troupes de papa François n'ont jamais été si mauvaises. Elles sont mal tenues, toutes nues. J'en ai fait 25 000 prisonniers, 30 drapeaux et bien des canons. Je vais t'envoyer tout cela. » La prédiction de Marmont s'accomplit. Si, devant Dresde, l'empereur a remporté un succès, il n'en a pas été de même ailleurs. MacDonald a été battu par Blücher, tandis qu'Oudinot se trouve arrêté par Bernadotte sur la route de Berlin. Le maréchal est obligé de donner l'ordre à son armée de se retirer, d'autant plus que le corps saxon s'est débandé. Le 30 juillet, Napoléon, toujours à Dresde, apprend une 3e catastrophe. Le désastre de Kulm. Vandamme, chargé de poursuivre les vaincus de Dresde, a été attaqué de dos par les Prussiens de Kleist et de face par les Russes d'Ostermann. Pris entre 2 feux, il a dû se rendre. L'événement fait perdre aux forces impériales 12 à 13 000 hommes, prisonniers, blessés ou tués. Le lendemain, un familier entend Napoléon déclamer à mi-voix ces vers de Voltaire. « J'ai servi, commandé, vaincu 40 années. Du monde, entre mes mains, j'ai vu les destinées, et j'ai toujours connu qu'en chaque événement, le destin des États dépend d'un seul moment. » Le 3 septembre, l'empereur quitte Dresde pour se porter au-devant de Blücher, le vainqueur de MacDonald. Mais le général prussien suit, lui aussi, les conseils de Bernadotte et se dérobe. Aussitôt que l'ennemi a appris que j'étais à l'armée, annonce Napoléon à Marais, il s'est enfui à toutes jambes et dans toutes les directions. Il n'y a pas eu moyen de l'atteindre. À peine ai-je tiré 1 ou 2 coups de canon. Et ce n'est pas tout. Napoléon,
en reprenant le chemin de Dresde, reçoit la nouvelle de la défaite de Ney battue par Bernadotte à Dennwitz. Défaite aggravée par l'abandon d'une partie des Saxons et d'une division de Bavarois passés à l'ennemi. « Partout où je ne suis pas en personne, on ne fait que des sottises !» s'exclame-t-il. Ney, accablé, supplie l'empereur de lui permettre de quitter cet enfer. « Commander ainsi, lui dit-il, n'est que commander à demi, et j'aimerais mieux être grenadier. » Napoléon hausse les épaules. Qu'importe le découragement de Ney, il lui faut avant tout regrouper ses forces. Dans ma position, tout plan où, de ma personne, je ne suis pas au centre est inadmissible. Tout plan qui m'éloigne établit une guerre réglée où la supériorité de l'ennemi en cavalerie, en nombre et même en généraux me conduirait à une perte totale. Le dimanche 12 septembre, après s'être rendu à Breitnow, l'empereur est revenu à Dresde. Les maréchaux, toujours vaincus dès que Napoléon n'est pas auprès d'eux, sont de plus en plus aigris et consternés. L'empereur n'en poursuit pas moins son projet. Concentrer ses armées. Il lui faut des hommes, et encore des hommes. Il signe le décret appelant 300 000 nouvelles recrues qui seraient prêtes à combattre, du moins le pense-t-il, au printemps de 1814. Où s'arrêtera cette folie ? La grande et définitive bataille se prépare. Toute l'Allemagne grouille de régiments français se dirigeant vers l'empereur. Napoléon pense même retirer et emmener avec lui les 30 000 hommes qui occupent Dresde. Mais au dernier moment, il renoncera à cette force qui va terriblement lui manquer lors de la bataille des Nations. Il se privera aussi de l'aide des 25 000 soldats de Davout demeurés à Hambourg, des 15 000 combattants de Gérard immobilisés à Magdebourg et des 10 000 Français disséminés dans d'autres places allemandes. Finalement, l'empereur, en choisissant le chiffre le plus optimiste, n'aura que 185 000 Français et alliés à opposer aux 360 000 coalisés. Il n'en considère pas moins cette situation désespérée avec sang-froid. Mais les maréchaux et les généraux entrent presque en rébellion lorsque Napoléon leur annonce son intention de passer à l'attaque et de remonter vers Berlin. « Mon vieil Augereau », constate Napoléon en s'adressant au duc de Castiglione, « vous n'êtes plus l'Augereau de Castiglione. » Presque brutalement, celui-ci réplique « Sire, je serai l'Augereau de Castiglione quand vous me rendrez les soldats d'Italie. » Le mardi 12 octobre, une toute dernière et terrible information arrive au quartier général de Düben. Une demeure mélancolique entourée de plans d'eau. La Bavière abandonne la Confédération du Rhin et se joint à l'ennemi. Napoléon, assis mélancoliquement sur un sofa, paraît soudainement amorphe. Quand il va prendre place à table, fin, stupéfait, le voit couvrir machinalement de grosses lettres une feuille de papier blanc. Il doit cependant sortir de cette torpeur pour affronter les maréchaux qui profitent de la volte-face bavaroise pour le persuader de modifier son plan. Ce n'est point sur Berlin qu'il faut se diriger, mais forcer la barrière de l'Elbe qui permettra à l'armée de rejoindre le Rhin et la France. MacDonald lui déclare même, sans ménagement, « Sire, vous n'avez plus d'armée. Il n'y a plus que des malheureux mourant de faim. Vous avez tout perdu. Vous n'avez plus qu'à songer à la paix. » Murat, qui a déjà signé en secret avec les Alliés l'abandon de la cause de son beau-frère, ne veut se battre lui aussi que dans la direction de Mayence. Le jeudi 14 octobre, Napoléon s'incline. « Ils l'ont voulu !» soupire-t-il. Et il donne l'ordre à l'armée de marcher sur Leipzig. Cette armée avec laquelle il espère encore vaincre les forces alliées qui, après la défection de la Bavière, se montent à plus du double des siennes. Le capitaine de Banville le vit ce jour-là devant Leipzig, vers 5 heures du soir. Il ne voulut point entrer dans la ville.
Mais auprès d'une des portes, dans un champ, il se fit apporter un fauteuil et une table sur laquelle il étendit ses cartes. Il donnait ses ordres à un grand nombre d'officiers d'état-major et de généraux qui venaient les recevoir les uns après les autres. Une douzaine de factionnaires formaient le cercle à 100 pas de lui. Il avait son chapeau sur la tête et, souvent, par des mouvements d'impatience marqués, il donnait des coups de pied au tison d'un petit feu qu'on avait fait auprès de lui. Chacun entrait dans le cercle chapeau bas et s'en retournait avec ses instructions. Le lendemain, il passe la journée à parcourir en reconnaissance le prochain champ de bataille de Leipzig. Au jeune soldat d'Augereau, il demande « Jurez de mourir plutôt que de souffrir que la France subisse un affront. »« Nous le jurons, nous le jurons !» crient les conscrits de 1813. « Vive l'empereur !» Le 16 octobre se déroule, à Wachau, la première et terrible journée de la bataille de Leipzig, ou des nations. Non loin du bourg, Napoléon dirige le combat. Du haut du monticule du Galgenberg, où un monument sera élevé 45 ans plus tard. Les positions sont prises et reprises. La terre ne cesse de trembler. On se bat avec un acharnement encore jamais atteint. Napoléon jette toute sa cavalerie dans l'action, mais les Cosaques et les hussards du Tsar réussissent à repousser Murat, qui se bat cependant comme un lion. « Vraiment, murmure le Tsar, notre nouvel allié cache trop bien son jeu. » Sans doute s'est-on partout maintenu, mais ce premier jour, Napoléon a perdu 26 000 hommes. Tout l'état-major, réuni dans la bergerie de Meisdorf, ne pense qu'à l'inévitable retraite. Mais personne ne se hasarde à prononcer le mot fatidique devant l'empereur, qui, sous sa tente, à 2 pas de la bergerie, lit les rapports et se rend compte qu'il n'a, ce soir, sous la main, que 150 000 hommes à opposer aux 210 000 combattants, les armées du Nord et de la Bohême ayant opéré leur jonction. Retraverser Leipzig, s'engager sur le pont et regagner le Rhin serait peut-être la seule solution pour éviter l'encerclement, mais Napoléon décide de maintenir ses positions. Le lendemain, c'est un dimanche, tout se borne à une intense canonnade. Les heures s'écoulent étrangement calmes. « La journée s'est passée en repos », annonce Metternich à sa maîtresse. Par la plus inconcevable faute de Napoléon, il nous a permis d'attendre le prince royal Bernadotte, Bennigsen et Colloredo. Napoléon trouvera en effet le lendemain 110 000 hommes de plus en face de lui. L'adversaire comptera donc 320 000 combattants et les Français seront à 1 contre 3. Un général autrichien, Merveldt, celui-là même qui était venu à Leoben demander l'armistice, a été fait prisonnier. Il dîne à la table des aides de camp de Napoléon et leur déclare « Je vous plains, messieurs les Français, vous êtes enfermés dans une souricière. » L'empereur le fait venir et le charge de transmettre aux Alliés sa résolution d'accepter que la frontière de France soit portée sur le Rhin. Il est bien temps. Le 18 octobre, il fait encore nuit lorsque l'empereur vient s'installer près de Probsteda, sur une butte, le Tonberg, à l'endroit où a été élevé aujourd'hui le Napoleonstein, une grande et lourde stèle surmontée du chapeau légendaire. L'état-major se tient dans le moulin à tabac, voisin de la butte. Le début de la matinée est aussi calme que la veille. L'ennemi a-t-il accepté les propositions rapportées par Merveldt ? Napoléon le croit. Mais bientôt, le feu des 1500 canons alliés se déchaîne et le détrompe. Les armées ennemies enveloppent par 3 côtés les forces impériales. Pour la première fois, Bernadotte, ex-maréchal de France, beau-frère du roi Joseph, combat l'empereur. L'attaque est encore plus violente que l'avant-veille. Quoique les marches et les privations eussent affamé et accablé de fatigue les Français, rapportera le baron d'Odeleben, quoiqu'ils eussent leurs habits déchirés, ils combattirent néanmoins avec persévérance. Cependant, les munitions commencent à manquer. On a tiré 200 000 coups de canon. Et il fallait s'y attendre,
les Saxons passent à l'ennemi. Étonnée, surprise, la seconde ligne lâche pied, racontera MacDonald, est poursuivie immédiatement par cette même première ligne qui, un instant avant, était sous nos drapeaux. La vieille garde se porte sur la brèche, tandis que l'empereur, froid, réfléchi, concentré, mais des symptômes de découragement sur son visage, se met lui-même à la tête de 5000 cavaliers et fonce vers les Suédois et les Saxons qui reculent, épouvantés. Puis, à leur tour, les Wurtembergeois se précipitent dans les bras de l'ennemi et retournent leurs armes contre les Français. Au soir, le bilan est terrible. Pour cette seule journée, Napoléon a perdu 20 000 hommes, morts, blessés ou prisonniers. Tandis qu'il va chercher le sommeil à Leipzig, à l'auberge des armes de Prusse, l'armée ne quitte pas le champ de bataille. Nous nous couchâmes tristement dans la boue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.